fêtes de fin d'année, c'est un moment privilégié et un privilège tout court. C'est comme un mémo, un rappel tous les ans que ma famille m'a acceptée comme je suis. Cette année, on m'a demandé si je viendrais accompagner et la seule chose qui m'a pris la tête, c'est de me censurer légèrement sur ma liste de cadeaux en me disant que j'irais m'acheter mes livres de théorie queer un peu trop révolutionnaires toute seule comme une grande. Bref, moi, ça va. Et quand je parle de privilège, je pèse mes mots. Je sais que pour beaucoup de personnes LGBT, Noël, c'est plus qu'une épreuve. Parce qu'elle va se faire appeler il, parce que sa famille n'accepte pas ou ne sait pas qu'elle est trans, parce qu'elle ne va pas inviter sa compagne à venir manger le dessert chez ses grands-parents pour lui épargner des sales regards, des remarques déplacées ou juste une indifférence polie, ou elle n'ira pas, parce qu'elle n'est pas la bienvenue, tout simplement, qu'il ne verra pas sa famille parce que sa famille a décidé, il y a bien longtemps, qu'elle n'était plus la sienne. Cette année, peut-être que vous allez participer à un repas de fête, pour Noël ou autre, ou juste retrouver votre famille. Et ça vous angoisse. Alors on a essayé avec mes collègues de Binge Audio, Victor Toyon du podcast Les couilles sur la table, Rokhaya Diallo et Grace Lee du podcast Kif Taras, de vous faire un épisode pour donner des sortes de cartes à jouer, des munitions à utiliser lorsqu'une discussion va dériver vers des propos sexistes, racistes ou homophobes. Ce sont des idées, des avis qui n'engagent que nous, à vous de piocher les solutions qui vous semblent les plus adaptées pour vos situations personnelles. Ça vaut pour Noël, n'importe quel repas, et certainement beaucoup d'autres discussions et débats le reste de l'année. Et pour commencer cet épisode, on s'est dit que c'était une bonne idée de démarrer comme on a l'habitude de le faire dans Kif Taras. Alors nous, on a un petit rituel, on demande à nos invités où elles se situent sur le plan racial et je pense qu'on peut le faire de manière plus générale auprès de nos consoeurs Camille et Victoire. Alors, est-ce que vous vous situez de manière générale en tant qu'être social et si oui, comment vous le faites ? Bon, alors moi je suis une femme cisgenre, c'est-à-dire que j'ai le genre qui m'a été attribué à la naissance, j'ai 30 ans, je suis blanche, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Et moi, j'ai décidé de pas fêter Noël depuis quelques années. Mais par contre, je fais très souvent des repas de famille, des dîners entre amis, etc. Et en fait, depuis que j'ai lancé le podcast Les couilles sur la table, je peux pas passer une soirée, un déjeuner ou une fête tranquille sans qu'on se mette à me parler de féminisme. Et donc, sans potentiellement provoquer d'énormes conflits. Et toi, Camille ? Et moi, je suis aussi une femme blanche cisgenre, sauf que je suis lesbienne, j'ai pas d'enfants. Dans ma famille, on est tous et toutes blanches. Et je crois que je suis bien la seule non-hétéro, enfin, en tout cas à ma connaissance, hein, manifestez-vous si c'est pas le cas. Moi, j'ai toujours adoré, j'adore toujours fêter Noël. Et par contre, quand je retourne dans ma famille, en fait, j'enlève un petit peu mon étiquette féministe lesbienne, parce que je vois pas souvent mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Et du coup, je préfère plutôt prendre de leurs nouvelles plutôt que de lancer de grands débats et finir en claquant la porte. Par contre, sur la question raciste, par contre, quand ça part, là, je sais que j'ai un peu des alliés, du coup, on essaie de relever un petit peu. C'est plus simple de parler des questions qui ne me concernent pas que des questions qui me concernent un peu paradoxalement. Alors nous, on a l'habitude de le faire, mais je te propose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne nous écoutent pas dans Kif Taras, Grâce, de te définir, et puis je le ferai après. Si ouais, alors bien. Merci de me passer le micro, Rokhaya. Alors moi, je m'appelle Grâce, je suis une femme d'origine asiatique, ça se voit bien sur mon visage, ça se trompe pas. Généralement, quand je dis que je suis asiatique, les gens me disent pas « Ah bon ?» Ils me disent « Ah ouais ?» Et du coup, moi, même si on n'est pas de tradition chrétienne dans la famille, puisqu'on est plutôt de confession bouddhiste, on a pris l'habitude de fêter les fêtes de Noël en famille. Donc moi, j'ai 3 enfants, donc pour moi, Noël, c'est obligatoire. Parce qu'il y a les cadeaux, parce qu'il y a les réunions, parce qu'il y a les grands-parents qui veulent voir les enfants, etc. Donc il y a vraiment voilà, comme beaucoup de familles, des enfants de mon âge, hein, d'ailleurs. Du coup, les fêtes de famille, ça peut être parfois très douloureux parce que je me retrouve à être confrontée à des propos sexistes, racistes, homophobes, enfin validistes, tout. Moi, je me pose souvent la question de savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, en fait. C'est parce que c'est un moment de se retrouver en famille, donc c'est pour kiffer. Mais il y a des choses qui passent pas. Donc, comment faire pour que tout ça puisse bien se goupiller et que mes enfants ne perdent pas un oncle, une tante, un grand-père ou une grand-mère pour l'année d'après. Alors moi, je m'appelle Rokhaya, je suis une femme cisgenre hétérosexuelle, je suis noire, d'origine sénégalaise et donc de famille musulmane, puisque 95% des personnes sénégalaises sont musulmans. Et donc du coup, Noël, pour nous, c'était pas du tout religieux. Donc quand j'étais petite, mes parents fêtaient Noël parce que justement, ils voulaient pas nous exclure. On a vu beaucoup de cas d'enfants
qui ne fêtait pas Noël et qui à la rentrée se retrouvait au milieu des conversations de qu'est-ce que t'as eu pour Noël avec juste rien. Donc nos parents ont évité, j'ai un frère, de créer ces situations-là. Donc on a fêté Noël pendant longtemps et à l'adolescence, mon frère et moi on s'est rebellés en mode non mais c'est pas notre culture, on va arrêter. Ah ouais. Et donc on a arrêté de fêter Noël pendant hyper longtemps parce qu'on trouvait que c'était n'importe quoi et qu'on avait nos cultures et qu'on avait l'Aïd 2 fois par an et que c'était pas la peine de fêter Noël parce que c'était de la colonisation et compagnie. Et donc, et puis on s'est remis étant adulte à refêter Noël, mais voilà, j'ai un rapport assez lax à Noël. Je l'ai beaucoup fêté à l'étranger, je l'ai fêté aussi au Sénégal, mais c'est assez marrant parce que là-bas c'est une fête, mais comme une fête quoi. C'est pas du tout un truc traditionnel, etc. Déjà il y a un truc marrant, c'est que là-bas les Pères Noël sont noirs. Bah oui. Non, mais en fait, non, mais c'est trop bizarre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus, de plus souple. Mais effectivement, les réunions de famille, c'est quelque chose d'assez courant, surtout qu'on est dans des situations de famille recomposées. Nous, c'est beaucoup de familles immigrées, donc les cousins, c'est pas forcément des cousins, mais des gens de la communauté. Donc ces questions-là se posent énormément parce que il y a les traditions qui se mêlent effectivement à ce qu'on peut vivre nous en tant que Français. Puisqu'on est toutes françaises, je crois, toutes les 4 autour de la table. Et donc, toutes les 4, on est confrontés, comme vous qui nous écoutez, certainement à des situations de repas de famille, de dîner entre amis, de soirées, de fêtes, etc., où il y a des sujets importants qui sont abordés, des questions politiques, etc. Donc, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on répond à tout ça ? Parce que plus on a des convictions, plus on a des opinions formées sur un certain nombre de sujets, et plus aussi il y a des choses qui peuvent nous heurter, ou plus il y a potentiellement des situations conflictuelles. Bon, d'abord, ce qu'on s'est dit en préambule, c'était que, bon, d'abord, le conflit, c'est pas forcément mal. Hein. Il s'agit pas d'éviter le conflit à tout prix, etc. Parfois, le conflit est nécessaire, parfois, il est inévitable. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en fait, il y a un truc que moi, j'ai appris, c'est que, et trop tardivement, à mon avis, c'est qu'en fait, on a toujours le choix de rentrer dans une conversation ou non. Et ça, c'est important parce que parfois, on fonce tête baissée en fait, dans des conversations qui vont mal se terminer, on le sait déjà d'avance. Alors qu'en fait, on peut toujours se dire que si on n'a pas envie d'avoir un type de conversation avec quelqu'un, on peut décider de ne pas l'avoir. Quand on décide d'avoir vraiment cette conversation avec les personnes, quand le débat se lance vraiment, on a identifié 5 cas d'arguments qui reviennent très très souvent et donc on va discuter ensemble de comment on peut répondre à ces 5 arguments principaux dans ces débats. Non mais c'est pas comme ça autour de moi, hein. Enfin, perso j'ai jamais vu ça. Hein. Donc c'est de dire non mais ma chef ma chef c'est une femme, ah bah moi chez nous j'en fais beaucoup plus que ma femme à la maison, ça c'est quand c'est un mec qui parle, en disant mais regarde autour de nous, la charge est hyper équilibrée, voilà, ma fille elle est dans un collège hyper mixte, il y a des blancs, des blacks, des beurs, tout le monde s'entend hyper bien, il n'y a pas de racisme, etc. Voilà, donc ça c'est quand on parle de situation structurelle, on va dénoncer le patriarcat, on va dénoncer un système raciste, un système validiste, etc. Et que la personne à qui vous parlez vous dit « ça ne correspond pas à la réalité que je vis, donc c'est faux ce que tu racontes ». Alors qu'est-ce qu'on répond à ça ? Moi, je me suis dit que face à cet argument-là, en fait, ça sert à rien de nier les perceptions de la personne. C'est-à-dire qu'on est personne pour lui dire non mais n'importe quoi, tu te rends pas compte de telle ou telle chose, etc. Puis elle te croira pas en fait. Ouais. Voilà. C'est son vécu. Donc, et c'est son vécu, donc il s'agit pas du tout de nier le vécu des gens. C'est comme les mecs qui me disent non mais moi je souffre, c'est hyper difficile pour moi et tout machin. Gars, ok tu souffres, je vais pas remettre en cause le fait que tu souffres, d'accord. Mais nous on meurt donc. Oui, exactement. Voilà, fin de l'épisode. Mais par contre, allez merci. Par contre, non, en fait, ça me semble être un biais super courant, c'est-à-dire de faire de son cas personnel, individuel, une situation générale et de pas arriver à comprendre le concept d'exception. C'est-à-dire, oui, peut-être que toi, dans ton couple, tu en fais plus que ton épouse à la maison. Néanmoins, cette situation n'est pas représentative de celle de la majorité des gens. Et c'est vrai que face à ça, il faut avoir des chiffres, des statistiques, etc., qui remettent les pendules à l'heure. Et donc ça, il faut être prêt avec des arguments et des chiffres et compagnie. Mais en fait, c'est reconnaître dans un premier temps le vécu de la personne individuelle et ensuite lui expliquer que ça ne correspond pas forcément à la majorité des cas. Je pense à ça aussi, à cette femme qui m'avait dit mais moi, j'ai jamais rencontré aucun problème de sexisme, jamais. Moi, tout s'est bien passé dans ma carrière. Je n'ai jamais été harcelée dans la rue. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Quand t'as quelqu'un autour de la table qui te dit en fait moi je vois pas de quoi tu parles parce qu'en fait oui bon peut-être qu'il y a de l'homophobie mais moi j'en ai jamais vu autour de moi, enfin mon pote gay m'a jamais raconté ça ou des choses comme ça, la personne ne vous voit vraiment pas. Et c'est aussi une caractéristique d'LGBT, c'est qu'on n'est pas visible, c'est-à-dire que quand t'es racisé oui on voit que t'es différent entre guillemets. Quand t'es une femme pareil, généralement ça se voit plutôt bien à part des rares cas où vraiment tu es extrêmement androgyne ou etc. T'as un passing qui est pas celui de ton genre.
Quand tu n'es pas vue, quand tu n'existes pas, moi en fait c'est pas marqué sur ma tête que je suis lesbienne, en fait les gens ne se rendent pas compte. Donc par définition en fait si les gens disent j'ai pas vu qu'il y avait de l'homophobie autour de moi, c'est normal parce qu'en fait les gens déjà ne se déclarent pas comme LGBT. Au travail par exemple t'as 50% de LGBT qui font pas leur coming out dans un milieu professionnel. Donc en fait c'est possible que la personne qui me dit ça en disant moi j'ai pas d'homophobie autour de moi, elle sait déjà même pas en fait que peut-être sa collègue ou son collègue il n'est pas hétéro. Donc déjà, ça fait déjà un énorme biais pour comprendre qu'il y a de la violence parce que les gens qui sont concernés le disent pas. Ils font pas tout leur coming out et c'est pas un problème. On a le droit de pas faire son coming out pour se protéger de plein de choses, un coup émotionnel, de tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne le dit pas. Et moi, je vais pas non plus dire directement quand je rencontre quelqu'un, oui, en fait, la violence lesbophobe que je reçois, c'est celle-là. T'as pas forcément envie d'en parler. T'es plutôt en train de dire ce qui est positif aussi vis-à-vis de toi. Donc, t'es pas en train d'annoncer tout ce qui va pas. Par contre, si quelqu'un dans votre repas vous dit, moi, je vois pas en fait, cette violence-là autour de moi, essayez peut-être de lui demander, ok, tu connais des gens qui sont concernés autour de toi? Oui, non. Si c'est oui, tu leur as déjà demandé? Tu en as déjà parlé? Ouais, moi je fais ça aussi des fois avec les situations sexistes et tout. Et ça marche vachement parce qu'ils se disent, ah non, j'ai jamais demandé en fait à Michel si en fait il avait eu un souci en disant qu'il était avec son conjoint quoi. Et peut-être qu'en fait ils vont y repenser à une discussion plus tard et peut-être ça va rentrer en discussion. Et Michel va lui dire ouais, quand j'ai fait mon coming out au travail, c'était une vraie galère quoi. Et là il va se dire ah ok, c'est aussi autour de moi. Et s'ils en connaissent pas, du coup faut aussi leur dire en fait là les chiffres ressortir quoi. Il y a quand même une personne sur deux qui a déjà eu des actes, qui a déjà subi un acte homophobe. Donc en fonction de la situation aussi dire tu le vois pas, c'est normal. C'est pas toi, c'est normal, parce qu'en fait, on le dit pas. Si tu demandes aux gens, ils vont te dire que oui. Mais c'est un peu la même logique quand des gens qui vont te dire mais pourquoi tu dis toujours que t'es noire? Moi, je te vois pas comme une noire. T'as envie de dire écoute, moi j'aimerais bien ne pas me voir comme une noire, mais c'est quelque chose qui m'est rappelé de manière quotidienne et d'une certaine manière quand tu me dis tu ne me vois pas comme une noire, comme une arabe, comme une asiatique, ça veut dire que tu ne vois pas ce que je subis et donc tu me nies en tant que personne. Tu sais que c'est pas vrai. Je veux dire, les gens ils voient bien que t'as pas la même couleur de peau qu'eux et dans d'autres circonstances, tu vois que c'est les mêmes qui vont quand ils vont rentrer de vacances, qui vont dire ah j'ai la même couleur que toi, tu vois. Donc bien sûr que t'as remarqué que j'étais noire. Et du coup, tu vois, c'est quand les conversations sont inconfortables, ils ne veulent pas voir que tu es noire, mais quand il s'agit d'un truc cool associé à la culture entre guillemets noire, et bien là tout de suite c'est pas du tout invisible quoi. Et ça aussi c'est tu sais, la parade de j'ai un ami noir, tu sais, cet argument que les gens ils sortent, quand on dit ah mais non mais moi j'ai un ami noir, il m'a pas du tout raconté ça, je suis pas du tout au courant. et peut-être que si, comme tu disais Camille, si on pose la question à cet ami, ce token ami là qui est là partout, peut-être que si tu poses j'ai un ami raciste. et plutôt que projeter constamment sa propre perception de la vie sur l'ami noir, c'est-à-dire que moi Rokhaya m'a jamais parlé de ça, donc je pense qu'elle a pas vécu ça. Mais en fait si je lui pose la question, je saurais si Rokhaya a vécu ça ou pas. Je vais pas juste projeter ma propre vie sur elle en se disant moi j'ai pas vécu ça, on m'en a pas parlé, donc ça veut dire que parce que je sais tout d'elle forcément. Non, en fait, il y a aussi une question de respecter l'autre comme étant une personne humaine, avec son propre vécu et pas juste notre relation avec cette personne-là. Puis il y a une étape 2 aussi, c'est que si la personne ne te l'a pas dit, c'est potentiellement que tu es toi-même problématique. C'est-à-dire que la personne parle plus facilement. Non, mais voilà, c'est clair. Tu parles plus facilement à quelqu'un que tu sais qui est safe pour toi, où tu vas pouvoir échanger sur ces questions-là. Et si la personne ne te l'a pas dit, si ton collègue Michel t'a pas dit, en fait, peut-être que toi-même, tu as déjà des remarques en fait, qui le mettent pas bien à l'aise, quoi. Donc, faut réfléchir à ça aussi, je crois. Non mais c'est bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, cette idée que tous les individus sont absolument libres et qu'on a tous le choix, en fait, quelle que soit notre condition, la situation dans laquelle on se trouve, etc., on a toujours le choix. Quand vous vous retrouvez face à ce type d'argument, de dire... en fait, souvent, moi, je me suis rendu compte dans des discussions féministes et tout, qu'en face de moi, il y avait des personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'est la sociologie, par exemple. Donc en fait, ils ne comprennent même pas et je dis pas ça pour les blâmer, parce que c'est un truc qu'on n'étudie pas à l'école, en fait, forcément. Sauf si tu fais les filières économique et sociale, là où tu as des cours... On est très privilégié pour avoir accès à un apprentissage de la sociologie dans le cadre du lycée scolaire. Déjà, au lycée, être en première ES, c'est déjà... Il faut quand même franchir pas mal d'étapes. Mais il y a plein de malentendus, j'ai l'impression, qui viennent dans les discussions du fait que les gens, que parfois vos interlocuteurs, ils connaissent pas du tout le principe de la sociologie. Exactement. Et donc, ils comprennent pas la classe sociale, comment ça joue, les effets de race encore moins, le sexisme, etc. C'est compliqué. Ils s'accrochent à l'idée que
qu'on est des purs individus, que la culture n'a aucune influence sur nous, que la société n'a aucune influence sur nous, et qu'à la fin, en fait, on a tous fait exactement ce qu'on voulait, et tout était des choix, quoi, dans la vie. Et j'ai aussi l'impression que le concept de choix, il n'est pas bien compris, parce que souvent on fait comme si on avait tous les choix possibles, et des personnes en face ne peuvent pas comprendre que, non, il y a plein de situations où tu n'as pas de vrai choix, en réalité. Et que tu connais même pas parfois tes options. C'est-à-dire que déjà, la connaissance des choix possibles, c'est déjà un capital culturel. Et ça, de penser que c'est quelque chose qui va de soi, il y a plein de gens qui découvrent Sciences Po après avoir fini leurs études parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, tout simplement parce que c'est dans des endroits où c'était même pas une option envisageable. Et cette idée-là du conditionnement social, et c'est vrai que là, on parle beaucoup de la France hexagonale, mais vous imaginez bien que si vous êtes guadeloupéen et que vos ancêtres ont été réduits à l'esclavage pendant 400 ans, vous n'êtes pas au même endroit qu'une personne dont les ancêtres étaient déjà libres. Tout simplement, le fait d'avoir été libre et d'avoir pu constituer un capital économique, territorial, matériel pendant longtemps, et ben ça change tout. Quand on est immigré, on vient d'arriver, on n'a pas d'héritage. On n'a pas d'héritage sur le sol. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a un confort aussi matériel qui n'existe pas. Et c'est vrai que ce que tu dis, Victoire, par rapport au fait que les gens ne pensent pas à la sociologie, ils pensent que tout est une question de choix personnel et individuel. Et que la personnalité, finalement, elle est déterminante par rapport au reste. Et c'est une façon et aussi que ta personnalité vient uniquement de toi. Donc exactement. Par exemple, tu es un garçon, eh bien, c'est tout naturellement, et c'est un choix que tu as fait d'être intéressé par le foot. Exactement. Tu es de classe sociale supérieure, ton père est médecin, ta mère est avocate, tu aimes l'opéra. Voilà, c'est naturel. Hein. Voilà. Ils ne pensent pas que les goûts sont forgés, en fait. Exactement. Et le pendant aussi de ça, c'est aussi que tous les mauvais choix, ils sont voulus. C'est-à-dire que si tu as fait une erreur, c'est que en fait c'était ton choix. Ouais, c'est ça. si tu as divorcé, les personnes qui sont dans une situation précaire, je crois pas qu'elles aient choisi d'être pauvres ou d'être en quête de confort. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se réfléchir au niveau collectif et quoi. des forces structurelles qui structurent la société. Mais ça, c'est vrai je trouve qu'il y a plein de discussions qui achoppent complètement parce que les deux personnes sont pas du tout sur la même base, quoi. Ne serait-ce que le truc de sortir de chez toi en sécurité. Et on sait que quand t'es un jeune garçon arabe ou noir, t'as 20 fois plus de risques d'être arrêté par la police que quand tu ne l'es pas. D'être contrôlé dans la rue. D'être contrôlé, contrôle d'identité. Rien que déjà, si t'as vécu une garde à vue étant adolescent, ta vie, c'est pas la même. Ton rapport au monde, c'est pas le même. Ta confiance dans l'avenir n'est pas la même. Quand t'es un parent blanc de centre-ville, tu sais que tes enfants ne risquent pas ce genre d'expérience et donc ont cette sécurité, en tout cas mentale, de ne pas s'en sentir potentiellement agressé par ce que représente l'institution qui va de la police à l'école. Mais du coup, quand tu te retrouves face à quelqu'un comme ça qui manifestement ne comprend pas comment ça marche, les classes sociales, qui a aucune notion de tout ça, qu'est-ce que vous faites, vous ? Moi, je prends un cas très particulier, moi ou d'autres, mais juste parce que t'as le droit de faire ce que tu veux. Quand t'es LGBT, c'est quand même déjà un premier stade d'acceptation. Si quelqu'un te dit « Non mais c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous », déjà tu sais que t'es un peu safe, donc c'est un peu le degré minimal. Moi, je prends le cas juste en disant peut-être que dans le droit, j'ai le droit d'être pareil que tout le monde, j'ai le droit de me marier depuis 2013, ok, d'accord, très bien, mais en fait, moi, j'ai pas le droit en fait de sortir dans la rue, la tête sereine en tenant la main d'une personne du même sexe que moi. Donc en fait, d'être juste de tenir la main, d'embrasser quelqu'un dans la rue, c'est déjà quelque chose que j'appréhende, potentiellement, si je suis pas à Paris. Il y a plein de raisons qui font que, si c'est le soir, dans un bus, il y a plein de choses qui font que ça se rajoute. Et peut-être que oui, j'ai entre guillemets le droit de faire ce que je veux, selon toi, en fait, parce que j'ai les mêmes droits que toi, selon toi. Mais en fait, moi, dans ma vie de tous les jours, c'est pas le cas. Il y a plein de choses qui sont différentes. Par exemple, si je postule à un emploi, j'hésite en fait à dire si oui ou non je suis hétéro ou pas. Si je le dis pas, tout le monde va croire que je le suis. Mais du coup, c'est juste que mes potentialités, tout ce que je peux faire, tout ce qui m'est accessible en réalité, et correspond pas forcément à ce que tu me donnes le droit en fait dans l'absolu, quoi. Donc j'essaie de l'expliquer un peu comme ça par du cas particulier en disant il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est exactement ce que tu dis, Rokhaya, sur le fait de il y a des choses que je peux pas faire ou des choses que je vais vivre et que tu ne vivras jamais, et donc le raconter, généralement ça aide un petit peu à comprendre ah oui d'accord, ok. Parce que déjà tu fais tomber un truc qui est de dire déjà on existe en fait, ce qui généralement est un peu compliqué, mais juste de donner le cas de ça je peux pas le faire, ou ça je peux pas le faire comme toi. Et quand tu prends l'exemple de la personne en face en disant je peux pas le faire comme toi en particulier, je crois que ça reste un peu en tête en fait. Mais je repose la question sur quand la personne ne veut pas entendre parler ni de classe sociale, ni de genre, ni d'aucun concept de sociologie, qu'est-ce qu'on fait ? On le renvoie en seconde Sciences Éco, quoi. Non, mais tu vois, on le renvoie là-bas, là, ou la renvoie. Non, mais c'est-à-dire que... Après, je pense qu'il faut se dire que notre mission, c'est pas d'éduquer les gens. Moi, je suis pas éducation nationale. Je suis pas Wikipédia. Donc, si la personne ne veut pas comprendre, à moins vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne, salut, quoi. Enfin, si la personne veut rester... Et si tu l'aimes vraiment, vraiment beaucoup ?
Bah, je sais pas si je pourrais, sauf si c'est ma mère, tu vois. Mais parce que là, c'est un truc qui est inconditionnel et qui est pas rationnel. Plein d'auditeuristes, c'est leur mère, leurs parents, leur père, tu vois, qui veut pas entendre en fait, qui veut pas entendre parler ni de féminisme, ni de classe sociale, ni de quoi que ce soit. Oui, sauf que je pense que c'est en tout cas, moi je pense que c'est des personnes qui t'aiment vraiment, elles sont sensibles à tous les arguments que tu vas pouvoir mobiliser par rapport à la peur. Quand tu dis que tu as peur de sortir de chez toi, de vivre certaines situations parce que tu es lesbienne, parce que tu es une femme, etc. Je pense que si tu parles de ton émotion et de ce que tu ressens et que la personne t'aime vraiment, elle peut pas ne pas y être sensible. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un problème de violence, tu vois. Mais c'est autre chose. Mais pour moi, les personnes qui ont un minimum d'empathie pour toi, elles ne peuvent pas ne pas entendre le fait que tu sois dans une situation d'inconfort. Moi, je pense que ton cas particulier est toujours un argument massu si tu veux, si t'es très proche de la personne et si tu veux pas utiliser cet argument-là pour pas toi te mettre à nu parce que c'est aussi ça a un coût. Et toujours trouver une solution dans le vécu de la personne en face. Et si ça marche pas, clairement baisse un peu les bras. Faut changer de Mais truc. je pense que l'argument de qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui t'est arrivé et trouver un exemple par rapport à la personne, si ça marche pas, franchement, c'est un peu l'impasse, quoi. Non mais attends, regarde, c'est la nature. À un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs, des noirs. Un point, c'est tout. C'est la nature. Là, c'est quand on atteint le point biologie de la conversation. Alors, c'est hyper intéressant cette idée. Déjà, si on prend vraiment la question la question raciale, hein, déjà blanc et noir, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, la couleur blanche, la couleur d'une feuille, ce n'est la couleur d'aucun être humain, et la couleur noire, ce n'est la couleur d'aucun être humain. Donc on voit bien qu'on est dans une schématisation extrême, qui vise justement à opposer des groupes. Et dans la catégorie noire, par exemple, il y a aussi bien Beyoncé qu'un pêcheur du Sénégal. Je veux dire, ces deux personnes n'ont rien à voir, ne se sont jamais rencontrées, n'ont même pas la même couleur de peau. Et ça montre bien que c'est quelque chose qui n'est pas logique. Et de toutes les façons, les généticiens ont montré que si tu prends deux Africains au hasard, tu as plus de chances d'avoir une grande distance génétique que si tu prends un Africain et un Européen au hasard. Par exemple, l'esclavage, du fait de ce que ça demandait comme travail physique à certaines personnes, ça a pu occasionner un tri. Tout simplement, un tri qui effectivement a pu donner lieu à peut-être une répétition de certaines tâches qui ont pu, de génération en génération, donner des capacités, des compétences, etc. Ou par exemple, on dit souvent que aux Antilles, ou que les hommes noirs sont des hommes qui sont pas fiables, qui sont pas fidèles, qui délaissent leur foyer, etc., etc. Et en fait, on sait que dans le système esclavagiste, par exemple, je pense aux Amériques, de manière générale, eh bien, les familles étaient séparées, c'est-à-dire qu'on considérait que les hommes étaient animalisés, on considérait que c'était des étalons, donc il y avait pas la structure familiale, en fait, était complètement éclatée. Donc ça, quand on le reproduit sur des siècles, évidemment que ça a des conséquences sur les structures familiales actuelles dans les Antilles françaises, dans les familles nord-américaines, où effectivement, la constitution du noyau autour du couple hétérosexuel, elle a été challengée par l'esclavage, puisque les familles étaient dispatchées et que les hommes étaient considérés comme des reproducteurs. Donc, encore une fois, on est dans de la sociologie et dans de l'histoire et pas dans quelque chose de naturel. Le dérivé de l'argument c'est génétique, il y a aussi l'argument c'est culturel. Il y a vraiment le truc de... Ça, c'est un peu plus édulcoré, mais c'est un peu... Mais c'est culturel. Chez vous, les Asiatiques, vous êtes tous hyper respectueux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que chez vous, ça marche mieux. Oui, parce qu'en fait, chez nous, c'est une dictature, peut-être. Donc, ça marche mieux. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de chez vous, c'est comme ça. Et déjà, quand on part de cette discussion, on dit, mais chez vous, il faut déjà définir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans quelle entité qui on va mettre dedans, en fait, et qu'est-ce qu'on va analyser. Les femmes, c'est comme si, les hommes, c'est comme ça, les Asiatiques sont comme si, voilà. Bizarrement, on dit jamais les Blancs, c'est comme ça. Tu vois, enfin, tu te rends compte quand même qu'il y a des populations qui sont plus schématisées et réduites que, les Blancs, leur culture... Enfin, tu vois, des trucs que tu n'entends pas beaucoup, en fait, en tout cas dans l'espace mainstream, quoi. Et je pense à l'argument biologique qui est utilisé quand tu commences à parler de féminisme, c'est de dire, non mais écoute, les femmes portent les enfants, elles ont des utérus, elles ont un lien complètement différent avec porter la vie, tout ça. Parfois, c'est glorifié, tous ces arguments-là. Et en fait, on va accuser les féministes de nier l'évidence. Et de pas faire, de dire tu fais comme si on était tous pareils, mais tu vois bien que c'est pas le cas, il faut bon. Du coup, moi, ce que je dis là-dedans, c'est qu'en fait, il faut jamais rentrer dans les discussions sur les conséquences de certains faits biologiques. C'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas dire « Ah non, c'est pas vrai, les femmes, elles n'ont pas d'utérus et tout ça. » Non, en fait, on va pas rentrer là-dedans. Mais de dire, par contre, donc je ne nie pas du tout des différences biologiques, mais ce qui est important... Les femmes cisgenres, parce que voilà. Exactement. Donc déjà, ça, souvent, tu prends 10 minutes pour l'expliquer et tout, parce que... Non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Mais même pour... Mais oui, mais ça, c'est logique. Moi, si quelqu'un me dit « Tu as quand même pas nié l'évidence, les femmes ont des utérus »,
mon argument principal va pas être de dire toutes les femmes n'ont pas d'utérus. C'est foutu, quoi. Trop loin, là. Des fois, ça dépend, ouais. Mais une discussion n'est possible. Parce que, mais pourquoi pas, ça peut être mais c'est vrai. Non, c'est de dire, en fait, l'important, c'est pas de nier des différences physiologiques et tout, c'est de discuter de ce qu'on en a fait socialement. C'est pas parce que tu as un utérus que tu es destiné à le remplir avec des enfants, en fait. Ça n'est pas l'anatomie, ça n'est pas un destin. Moi, j'ai l'impression que face à des arguments comme ça biologisants, il faut tout de suite sortir, en fait, de la discussion, quoi. Pas rentrer sur le terrain biologique, en fait. Moi, c'est ce que je fais aussi très clairement dès qu'on parle de nature. Bon, j'imaginez bien que ça vient très très souvent quand tu parles de questions LGBT, de PMA, etc. Oui, mais quand même, on ouvre la porte à des trucs, tu te rencontres. Si on peut dire qu'il y a 2 mamans lesbiennes avec un enfant né par PMA, etc. Je vous parle même pas de GPA, hein. Mais juste là, Noël 2019, PMA potentiellement sujet qui va arriver. Procréation médicalement assistée, avec l'idée de dire, mais quand même, la nature, c'est quand même, c'est un mâle et une femelle. C'est ça. Donc, je comprends bien que pour être parent, il faut qu'il y ait un mâle, une femelle, donc un homme, une femme. Du coup, vraiment, la maternité, la paternité homo, c'est pas du tout un truc naturel, 12 guillemets. Donc forcément, là, faut sortir tout de suite du débat de bio, vraiment tout de suite, et juste dire, en fait, ok. On fait quoi du coup ? On fait quoi ? Parce que ça fait quand on dit que c'est pas naturel en fait l'homosexualité, mais ça fait quand même un sacré paquet de temps en fait qu'il y a des homos sur Terre. C'est pas arrivé il y a 20 ans, hein, donc ça fait quand même plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires que ça existe. On en fait quoi ? On fait quoi des enfants qui vivent actuellement en fait dans des familles homoparentales en fait ? C'est pas juste tu veux pas, la nature elle veut pas. Ces personnes-là elles existent. On fait quoi ? Et généralement quand tu retournes le truc et que c'est face à une personne, tu dis ok, dans ce cas-là on fait quoi des enfants qui vivent dans des familles homoparentales ? Et la personne elle est un peu emmerdée parce que soit elle est obligée de sortir un argument qui est vraiment clairement très caricaturalement homophobe, en mode non ça devrait pas exister. Là du coup généralement s'il est un peu poli il le fait pas trop quoi. Enfin du coup il est un peu emmerdé en disant ah ouais c'est vrai que s'il existe déjà faut quand même qu'on trouve une solution quoi. Et moi je trouve que c'est une manière assez subtile de ramener les gens dans le truc en disant c'est pas qu'on veut ou on veut pas, elles sont là en fait. Elles sont sous ton nez tous les jours, tu les vois, tu peux entendre des parents qui témoignent. Si c'est déjà là en fait, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et donc du coup quand tu retournes le truc, il est obligé de trouver des solutions pour que ça existe. Généralement c'est un peu creepy, ça peut être creepy. Mais ça peut aussi être une manière de la ramener vers un peu, c'est l'évidence quoi. Elles sont là, donc il faut qu'on encadre par le droit, par plein de choses en fait, pour que ça puisse exister dans un cadre de société qu'on a choisi quoi. Et ça c'est l'argument le plus facile quoi. Tu peux un peu faire l'analogie, je trouve historique, avec les mariages qui étaient interdits entre les personnes qui n'étaient pas de même groupe ratio. Tu vois, justement l'idée que c'était contre nature, que c'était scandaleux, ça abâtardissait la race, etc. Et qu'au bout d'un moment tu te dis mais oui mais les gens ils font des enfants et de toute façon les enfants existent donc effectivement t'avais la loi qui était contre et vraiment t'as eu un chemin assez proche qui s'est produit par rapport à des gens qui considéraient que ça allait enlever la pureté de la race blanche et menacer cette domination. Et je suis complètement d'accord avec vous deux parce qu'en fait finalement quand on creuse un peu cette question-là, on se rend compte que très vite la biologie c'est de la morale. C'est-à-dire que c'est pas du tout une question scientifique, mais c'est une question morale. Mais tout fout le camp. Si on autorise ça, alors il va se passer ça. Il y a vraiment une question beaucoup plus... parce que finalement, que ce soit le sexisme, les questions homophobes, les questions raciales, il en va de l'ordre du monde. Il en va de l'ordre du monde actuel. Et si on ébranle ça, mais on ne sait pas ce qu'on aura demain, ça pourrait être pire qu'aujourd'hui. Hein. Donc, comme on se dit, c'est biologique, de toute façon, on ne peut rien y faire, on ne peut rien changer, etc. Ça permet de ne pas remettre en question des situations sociales, en fait. Ouais, je pense, ouais. Par exemple, de dire, les femmes, elles ont un utérus, elles portent des enfants, ça veut dire qu'elles sont faites pour ça. Et ça veut dire que on les paye moins cher parce qu'elles sont moins efficaces au boulot, parce que potentiellement, elles vont être absentes. Enfin, il y a plein d'implications sociales. Et que le monde va mal depuis que les femmes travaillent, en fait. Tu vois, parce que les hommes, ils sont perdus. Quoi, tu peux justifier que c'est un congé maternité uniquement et pas un congé paternité qui est important parce que c'est elle qui le porte. Enfin, tu peux justifier énormément de choses et justifier plein d'inégalités sociales, en fait, tout simplement. Sauf que si tu dis ça, c'est que tu refuses de les voir. De la même manière que quand tu vas considérer que les Noirs sont très très bons en sport, l'implicite, c'est qu'ils sont pas forcément bons ailleurs. Donc on va leur conférer le terrain du sport, la Coupe du Monde, la musique, etc. Mais tout d'un coup, dès qu'il s'agit d'être un intellectuel, de diriger la France, d'être dans la politique, mais là c'est pas votre truc, tu vois. Ça c'est pour les personnes qui sont en situation de domination. Et du coup, c'est une manière aussi de garder la même répartition des rapports de force. Ouais, quand tu dis c'est biologique, donc on peut rien y faire, donc on peut rien changer, donc voilà. Ça clôt le débat directement, en fait. C'est une manière de clore le débat. Et c'est facile, ça rassure, en plus. Ouais, mais féminisme, racisé, noir, LGBT, ça complique tout. Ça veut rien dire. Ça me gêne comme mot, moi. Alors, qu'est-ce que tu réponds quand la personne veut s'engager dans un débat sur le mot choisi, sur les mots ? Moi, ce que je lui dis, c'est que je suis étonnée qu'elle soit plus choquée par le mot que par le phénomène.
Si on n'est pas d'accord sur le mot, moi, il n'y a pas de souci, tu prends un autre mot, tu l'utilises. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas le mot sexisme, c'est pas le mot racisme, c'est pas racisé, c'est qu'il existe des discriminations. Et si la personne est capable d'investir plus d'énergie dans le mot que pour lutter contre les discriminations, moi, j'ai un souci. Je lui dis, OK, d'accord, le mot, tu veux en débattre, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour lutter contre les discriminations ? Dis-moi ce que tu fais au quotidien. Mais la personne, généralement, elle est un petit peu embêtée, quoi. À partir du moment où on accepte que, bah oui, je suis pas noire, ma peau, en réalité, elle est marron, mais bon, politiquement, je suis noire, bah on avance, on va pas faire des, oui, t'es marron clair, t'es machin, etc. Non, en fait, je appartiens à un groupe qui est considéré comme des noirs, qui va des gens très très clairs, qui sont beiges, à des gens qui sont noirs, bleutés, etc. Non, il faut qu'on soit pragmatique, à mon avis. Ouais, donc c'est de refuser de discuter du mot, quoi, quand on nous oppose ces arguments-là. Moi, j'ai pas envie, en tout cas. Moi, j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi ils aiment pas ce mot-là. Par exemple, avec féministe. Par exemple, avec féministe, c'est vraiment typiquement quelqu'un me dit non, vraiment, toi t'es féministe, sous-entendu t'es une radicale qui brûle les soutifs encore, version il y a 50 ans, quoi. Et je dis bah ok, mais parlons féminisme, parlons de toi, tu fais la vaisselle, que des trucs très très concrets. Et là, en fait, la personne dit oui, bah ouais, j'en ai marre, c'est moi qui fais tous les cadeaux de Noël, mon gars il fait rien, tout ça. Tu fais ah, bah là-dessus on est d'accord, tu vois. Et du coup, trouver des points où on est d'accord, et à la fin tu dis hey, big reveal, c'est du féminisme ça aussi. Il fait ah, c'est ça, ouais, c'est cool. Du coup, c'est prendre point par point en disant bah ça t'es d'accord, ça t'es d'accord, ça t'es d'accord. Bah en fait, on est d'accord à 90% toutes les deux. C'est juste que t'as pas le même mot que moi. Du coup, pourquoi tu refuses de prendre ce mot si on est d'accord sur tout ? Et là, tu peux arriver à la question de pourquoi le mot, tu le refuses, quoi. Après, sur les questions LGBT, c'est encore plus différent parce que ces mots, ils sont imprononçables. Pour quelqu'un vienne me voir et me dise « Salut, t'es lesbienne », vraiment rien que prononcer le mot « lesbienne », je pense qu'il faut des années, en fait, pour que la personne arrive à le prononcer, quoi. Il y a toujours 12 000 circonvolutions, etc. Donc c'est un peu différent. On dit quoi, t'aimes les filles ? Bah, ça va être toujours, mais c'est incroyable la manière dont les gens peuvent arriver à le faire de manière très, très, très édulcorée, quoi. Genre, t'as quelqu'un, des trucs comme ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est tout le temps. Et c'est pas grave, mais juste si quelqu'un arrive à prononcer le mot, dans ma famille, s'il prononce le mot, putain, mais c'est une victoire, mais de ouf. Du coup, c'est un peu différent. Du coup, ils ne disent pas forcément, bah, lesbienne, ça me dérange, mais peut-être qu'il y a aussi des mots qu'ils n'arrivent pas à prononcer ou qu'ils prononcent mal, parce que c'est aussi des insultes, en fait, tout simplement. Les mots qui définissent, en fait, les vécus LGBT, c'est des mots d'insultes. Gay, pour certaines personnes, c'est une insulte. PD, ça l'est tout le temps. Gwyn, ça l'est quand même très très souvent. Lesbienne, c'est imprononçable et pourtant c'est le mot le plus neutre. Donc en fait, ce rapport au mot, il est un peu différent quand on parle d'invisibilité et de mots pour la définir. Il y a des mots, des fois, qui sont perçus comme des insultes alors qu'ils ne le sont pas. Par exemple, arabe. Bien sûr. Les gens ont l'impression que... Ouais, c'est ça, au noir, les gens vont dire black, ils savent pas trop. Oui. Donc ils ont peur de nous insulter parce qu'ils ont l'impression... En fait, les questions sont tellement épineuses que du coup, ils savent pas trop comment dire. Et donc, ils sont face à nous, ils savent pas Renoir, black, machin, etc. Et du coup, ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment dans l'espace public mobilisé ces termes de manière neutre, en fait, pour en faire quelque chose qui ne soit pas chargé et qui ne mette pas les gens mal à l'aise. Et du coup, dans un repas de famille, faut le dire, quoi. Genre, juste lâcher, oui, je suis lesbienne, oui. Et le dire en disant, voilà, en le disant, tu donnes le tampon en disant, c'est OK pour que tu le dises, en fait. Ça, c'est le bon mot. Garde-le avec toi, ressors-le quand tu dois le sortir, en fait. C'est un peu le rôle qu'on peut avoir aussi dans ces mots-là, quoi. Et si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, posez la question tout simplement. C'est-à-dire que moi, avant de connaître une personne noire adulte avec qui j'ai dit mais est-ce que en fait noir c'est possible, c'est OK, et ben elle m'a pas tapé la personne, elle m'a juste dit oui, bah tu peux dire noir, ce n'est pas un gros mot, etc. Non mais ça va, on peut en débattre. Oh là là, on peut plus rien dire aujourd'hui. C'est un grand classique quand même. C'est un grand classique. Moi, ça m'arrive pas en famille, mais ça m'arrive souvent à Paris avec des groupes de potes, de soirées, etc. De gens qui sont en fait des spécialistes du débat comme sport. C'est juste parce qu'ils adorent débattre de tout, de rien. Mais tu peux débattre, pour eux, on peut débattre de politique, de PMA, de tout ensemble. En fait, c'est la même chose. Et en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu parles pas de la même manière de tel ou tel sujet avec une personne qui est concernée ou pas. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que moi, j'adore débattre juste pour le plaisir de débattre, la rhétorique, de trouver des arguments, des contre-arguments, faire une espèce de match de ping-pong. Mais quand ça me concerne pas ou que ça concerne pas la personne en face, on peut débattre de la politique extérieure de la France à 23h dans une soirée de manière un peu posée, c'est OK. Par contre, quelqu'un qui va débattre de PMA, par exemple, avec moi de la même manière, c'est pas OK. Parce qu'en fait, quand il va sortir tous les arguments possibles et inimaginables juste pour contrer ce que je vais dire, en fait, cette personne-là, elle se rend pas compte que moi,
ça m'atteint personnellement. On parle de mon vécu, de ce que je vais, enfin de mes attentes, de mon rapport à moi-même, d'inégalités que je vis au quotidien, de discussions que j'ai peut-être tout le temps avec les gens, parce que comme je suis concernée et que voilà, les lesbiennes, il n'y en a pas 12 000 non plus out, donc les gens n'en parlent pas souvent. Moi, je parle tout le temps de PMA. Et ben ils se rendent pas compte que c'est un coup, c'est un vrai coup pour moi en fait, et je peux pas parler de la même manière de ces sujets-là avec eux quoi. Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu dis quand la personne te fait comme si va te lancer le débat, comme si discuter de la PMA pour lui c'est du sport, et pour toi, qu'est-ce que tu dis? Un jour ou l'autre arrive l'argument de en fait c'est du vécu quoi. Pas forcément de mon vécu, je raconte pas forcément moi, ma vie, mon œuvre, tout ça, on s'en fout, mais juste de rappeler c'est des personnes en fait. Quand on parle de féminisme, t'as quand même plein de gens qui parlent de féminicide, sans mettre le mot, mais qui parlent juste ah oui, non mais il y a des gars quand même aussi qui se font frapper par leurs femmes. À un moment donné, ramener dans le débat qu'il y a des femmes qui en meurent, et quand même beaucoup plus que des gars, ça fait du bien quoi. Ramener du sensible, et je peux juste dire mais attends, on n'est pas en train de débattre d'un chiffre, on débat de 100 X personnes, je sais pas quel sera le compte quand on diffusera l'émission, personnes qui sont décédées. On n'est pas en train de parler d'un truc qui n'est pas palpable, quoi. Ouais, moi, je pense que là, je suis d'accord vraiment avec ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment une notion de respect et d'empathie dans les discussions, surtout que dans les réunions de famille ou entre amis qu'on peut avoir, plus que dans un débat sur Facebook ou sur une chaîne de télévision en continu. C'est comme quand on dit des choses avec soi-disant humour. C'est-à-dire que maintenant, et je reprends l'exemple de Myriam Levin qui nous a dit ça dans un des épisodes de Kif Taras sur être juive et française, elle a dit à un moment, elle n'a plus peur de dire que ce n'est pas drôle, en fait, que les choses ne sont pas drôles. Ça aussi, c'est bien et de dire elle n'a pas envie. C'est pas drôle. Et voilà, c'est pas drôle, ça ne me fait pas rire. Et elle a dit, et moi, j'ai appliqué ça ensuite en me disant, mais moi, j'ai pas besoin d'être validée par Michel Leb, par exemple. Si je le trouve, si j'ai pas besoin de rire à toutes les blagues de tous les gens que je trouve pas drôles. Et ça m'exclut peut-être temporairement d'un cercle, mais de toute façon ce cercle-là je n'en veux pas, je ne veux pas être dans cette mais quand c'est dans ta famille qu'on fait des blagues sexistes et tout, on va dire Vic, j'arrivais de ne pas franchement, c'est bon, détends-toi, ça va, t'as pas d'humour. Tu dis non, désolé. Je suis très détendue. Moi, des fois ça m'est arrivé de dire non, désolé, j'ai vraiment aucun humour, ça ne me fait pas rire du tout. Non mais t'as le droit de dire je sais pas de ça en fait. Ouais. C'est pas drôle, c'est pas de l'humour en fait. Et après, t'as la technique de dire explique-moi ce qui est drôle. Non, je n'ai pas d'humour, du coup, tu veux bien m'expliquer ce qui est drôle. Ça, c'est la technique. C'est super bien ça. Parce que du coup, ça oblige la personne à déconstruire un minimum son propos et en tout cas à être confrontée au ressort qu'elle utilise pour faire rire. Pour terminer, donc voilà la réponse à 5 cas qui arrivent très très souvent dans ce genre de conversation, des propositions de parade. On a quand même quelques conseils complémentaires. Je n'ai pas oublié que l'alcool, souvent, ne prépare pas à des discussions spécialement ouvertes, sereines et constructives. Même si, voilà. Que c'est bien, on s'est dit aussi que c'était bien d'identifier des alliés dans des conversations. De voir les gens qui hochent la tête parfois d'un air entendu, qui disent pas beaucoup, de peut-être les prendre à partie, de dire toi qu'est-ce que t'en penses, etc. Ça c'est bien d'identifier des alliés. Parfois dans la cuisine, il y a des discussions qui sont bien plus intéressantes pour repérer les alliés que autour de la grande table, quoi. Enfin, ça paraît con à dire, mais les solutions sont souvent dans les personnes, les individus. Parce qu'autour de la grande table, en fait, il y a des enjeux de spectacle et de présentation de soi qui vont au-delà en fait de ce qui se passe. Et du coup, on se retrouve dans une situation où en fait, on sert de levier pour une personne qui veut se mettre en scène. Et donc du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué, effectivement, d'avoir un vrai débat de fond quand les enjeux sont autres, parce qu'il y a le comique de la famille, il y a la personne qui a les opinions, la personne intelligente, et donc tout le monde joue son personnage et a intérêt en fait à le renforcer dans ce cadre-là. Et on peut décider de pas jouer dans la pièce. Non, exactement, et de se dire que on prend pas part au spectacle, mais qu'on a envie d'avoir des interactions plus individuelles, quoi. Et comme dans toutes les relations, interactions sociales, l'ego est hyper important. C'est-à-dire que des fois, il y a le tonton qui veut vraiment montrer que c'est un père de famille, qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir raison, qui veut pas être contredit par une femme. Enfin, on a voilà. Enfin, je parle des hommes parce que c'est plus souvent dans ma famille comme ça, mais il y a aussi des femmes qui font ça, des tatas qui veulent. Pas être contredite par une plus jeune, même si elle sait qu'elle a raison. Et donc mettre l'égo de côté, c'est aussi quelque chose qui est important dans les familles, et un peu moins, je pense, chez les amis, parce que je pense que dans les réunions amicales, il y a plus d'égalité, à ce niveau-là. Mais dans les familles, il y a clairement une hiérarchie, rien que au niveau de l'âge, situation dans la famille, quoi.
Et puis aussi, trouver des alliés en dehors du cadre du repas lui-même, de la journée même. C'est-à-dire que là, Noël, on va être à peu près tous en même temps, a priori, enfin, en tout cas une grosse partie en même temps à table. Si on est vraiment isolé, tout seul, toute seule dans sa famille, où on sait que par exemple, on est la seule personne trans de la soirée, on va se faire mégenrer toute la soirée, que ça va être un enfer, préparer le terrain et savoir qu'il y a des gens à qui on peut écrire, on peut appeler s'il y a un problème, aussi avoir des ressources disponibles pour se dire qu'on n'est pas seul là, dans cette salle-là, à ce moment-là, quoi. Ça peut être ça aussi, puis aussi, si on retrouver des gens qui, en dehors du cadre, peuvent accompagner. C'est pas forcément autour de la table tout le temps, quoi. Comment on termine une conversation, Rokhaya ? Comment tu fais toi pour clore une conversation ? En tout cas, parce que les gens en fait aiment bien argumenter, mais souvent sans avoir vraiment de connaissances sur la question. En fait, on a l'impression que dès qu'on parle il y a plein de questions sur lesquelles on ne s'exprime pas sans avoir des connaissances. Dès qu'il s'agit de sciences dures, etc. Bon, on s'exprime quand même avec une certaine prudence. Mais dès qu'on est dans les sciences sociales, qu'on parle de sexisme, d'homophobie, de racisme, les gens ont l'impression qu'ils sont naturellement compétents. Et donc du coup, ils te parlent alors que t'as pu travailler sur la question, etc. Il y a une contestation de ta légitimité qui est vraiment très, très arrogante. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de demander à la personne, lui dire, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux me donner tes sources et tes références ? Ça m'intéresse. Et tu fais semblant de commencer à prendre des notes sur les auteurs qu'il a lus, etc. Et du coup, la personne, généralement, elle en a pas. Donc, c'est-à-dire que juste placer la conversation sur un terrain vraiment carré. C'est-à-dire dire, OK, on discute sérieusement, donc donne-moi tes références, je vais les consulter, et on poursuivra la conversation par la suite. Et généralement, les gens, oui, tu te rends bien compte que et c'est pas pour avoir l'air condescendant, etc., mais c'est juste pour dire qu'on parle sérieusement, en fait. Si tu veux, soit on discute entre potes, etc., si tu veux qu'on parle sérieusement, on parle sérieusement. Moi, j'aime bien comme technique aussi de recommander, en fait, de dire, écoute, voilà, là, on a passé assez de temps à discuter, mais tu sais, il y a tel livre qui détaille ça, si tu veux, je te donne les références. Voilà. Et j'ai une petite question subsidiaire comme ça à laquelle je pense. Qu'est-ce que vous faites quand on vous dit non mais arrête, t'es trop agressive, j'aime pas du tout, parlons autrement, pourquoi tu t'énerves, pourquoi quand la personne vous fait remarquer votre émotion ou qu'est-ce que vous faites ? C'est compliqué. Moi, je suis toujours très énervée quand de toute façon on en arrive là, quoi. Parce que déjà, quand la personne le remarque, c'est que je suis déjà énervée et c'est souvent pour me dire, on peut rien dire avec toi, de toute façon maintenant. Puis en même temps, moi, je sais que ils savent que je suis la radicale de service. Hein, tu vois, j'ai plus besoin. Puis avant, j'avais un peu honte de ça, mais maintenant, j'ai plus honte. Donc, je me dis juste, écoute, si tu veux pas parler, on parle pas. Enfin, mais ouais, j'ai pas de réponse à ça. Ouais, je crois que moi, ça m'arrive souvent de dire. Oui, en fait, je suis en colère et du coup, je pense que c'est pas un bon moment pour poursuivre cette conversation. Évidemment, comme je suis folle de rage, je ne le dis pas aussi calmement, mais je propose qu'on arrête là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de donner des chiffres, d'être vraiment factuel, donner des chiffres qui viennent de l'administration sur les contrôles aux faciès, sur les violences sexistes, sur les discriminations à l'embauche. Ça, tu vois, c'est incontestable. C'est des chiffres qui sont produits par le gouvernement et par les différentes institutions. Et du coup, les gens, à moins de contester vraiment la République, là, on est vraiment sur quelque chose. C'est un projet aussi. Hein, je veux dire, c'est pas interdit, mais c'est un autre registre, quoi. Ouais, donc d'apprendre, en fait, la technique, ça peut aussi être d'être bien préparé à certains débats en apprenant des chiffres clés par cœur. Et puis, pour terminer, on va clore cet épisode avec, comme dans les couilles sur la table, avec quelques recommandations d'œuvres d'art, mais aussi de ressources qui peuvent vous aider, vous nourrir, etc. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, Grace ? Alors moi, je pense que j'ai adoré regarder cet épisode de Master of None de la saison 1. C'est l'épisode Thanksgiving. Ah ouais, il est génial. Donc avec Aziz Ansari, Lena Waithe et... comment elle s'appelle ? Angela Bassett, voilà. Et vraiment, c'est un épisode qui a été primé au Emmy Awards, ouais. Voilà, ouais. Parce que il y a une progression en fait sur plusieurs années de Thanksgiving et donc et de ces personnages qui se disent beaucoup de choses et je pense que ça reprend pas mal de choses qu'on a dites aujourd'hui. En plus, c'est des personnages racisés, LGBT, donc il y a beaucoup de choses. Il y a un coming out, il y a des choses qui sont pas difficiles à dire, pas facile à accepter pour les parents et une question de génération, voilà. Et j'ai trouvé que c'était une sensibilité incroyable et ça faisait du bien de pouvoir voir des gens fêter ça en famille d'année en année et de eux progresser.
Moi, je vais rester dans les séries aussi, mais je vais être plus hexagonale. Je recommande la série Scam France, en particulier les saisons 3 et 4, qui, la saison 3 est centrée sur un personnage homosexuel, un jeune... En fait, c'est une série qui se passe dans le cadre d'un lycée, où des personnages se côtoient. Et en fait, au fil des saisons, on a un des personnages qui devient le personnage principal et central. Et donc, c'est une série qui est destinée aux ados, mais je trouve qu'elle se regarde. Et donc, dans la saison 3, c'est un garçon qui est homosexuel, et donc c'est tout ce que ça implique dans son quotidien. Et dans la saison 4, pour la première fois, on a une femme, une jeune fille, en fait, une ado qui est musulmane et qui porte un hijab, et qui est aussi d'origine africaine. Et je trouve ça bien que ce soit juste une ado, qui a des problèmes d'ado, qui a une famille normale, donc qui veut pas l'opprimer, la marier de force, l'exciser, etc. Donc qui aime son enfant de manière tout à fait normale. Et c'est la première fois que je vois une intrigue complète autour d'un personnage qui est à la fois noir et musulman, et qui est juste un personnage auquel tout le monde peut s'identifier sans observer des problématiques exotiques. Et donc du coup, c'est une manière d'ancrer dans la France des figures minoritaires, mais en vérité très très communes, quoi. Et je trouve que pour le coup, c'est une belle réussite de France Télévisions. Ça va être la période de Noël, il va y avoir plein de films, de téléfilms de Noël, de films de Noël tout court, enfin plein de trucs qui vont passer à la télé. Regardez le seul, je crois, film de Noël lesbien, Carole, de Todd Haynes. Une histoire d'amour du coup qui se passe à Noël, qui est hyper beau. Donc voilà, si vous voulez vous occuper pendant les vacances en faisant une pause avec votre famille, vous pouvez regarder une très très belle histoire d'amour lesbienne. Et sinon, de manière plus utile, dans votre quotidien, allez voir l'Insta de Aggressively Trans, qui est tenue par une femme trans qui s'appelle Lexi, qui fait un super travail de mise à disposition des informations sur la cisnormativité, sur représentation des personnes trans, sur la transphobie administrative et sur comment être une bonne alliée, une bonne alliée pour des personnes trans. Et c'est utile, je pense, à la période de Noël, parce que c'est des personnes qui ont souvent quand même un gros souci avec leur famille, qui ont du mal à accepter en fait leur transition. Donc voilà, si vous avez des personnes concernées autour de vous, allez voir Aggressively Trans pour être une bonne personne qui accompagne les personnes trans. Et moi, j'ai plein de ressources. Non, mais vas-y, j'en prends que 2. Alors, vous allez peut-être, probablement, avoir un débat en cette fin d'année avec vos amis, votre famille, sur faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? Polanski, tout ça. Oui, mais alors Céline. Oui, mais alors... Bon, je trouve que le podcast Quoi de meuf avec Clémentine Gallo, elles ont fait un super récap de tous les arguments qu'on peut avoir dans cette discussion et de comment y répondre et des questions que ça pose, etc. Donc je conseille ça. Et je conseille le manuel de communication non violente qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres, sinon ce sont des murs ». Génial comme titre. Qui est un classique en fait, manuel de communication non violente. C'est bien et ça. qui peut, ouais vraiment, en fait. C'est le sous-titre de l'épisode du coup en fait. Bah, je suis pas contre. Enfin, ça dépend. Parfois, la violence peut être nécessaire. Parfois, le conflit peut être nécessaire, comme je le disais au début. Néanmoins, il y a plein de conflits évitables. Et il y a plein de façons de se comprendre les uns les autres profondément, voilà, et de dépasser des différences ou des dissensions qui sont superficielles. Donc je trouve que c'est une bonne ressource pour ça. Et j'en ai plein d'autres à dire, mais on n'a plus trop le temps. Mais je vais les donner sur le site internet. Voilà, on espère que ces guides de survie au fait de famille, ça va vous servir potentiellement là, en cette fin d'année. Si vous avez des remarques à nous faire, des questions à nous poser, et ben vous pouvez nous écrire sur nos adresses mail respectives. Donc il y a lescouillessurlatable@binge.audio, kiftaras@binge.audio et Camille@binge.audio. N'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, s'il vous a été utile ou pas, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. On est, comme vous l'avez entendu et observé, ouverte au débat, donc on vous attend aussi sur nos réseaux sociaux. J'espère que cette discussion vous aura donné des pistes pour appréhender un peu plus serein et sereine les réunions de famille. N'oubliez jamais qu'on peut toujours choisir de répondre ou d'esquiver, que la balle est dans votre camp et qu'il n'y a pas de honte à attendre le bon moment pour parler de ce qui est intime sans se mettre en danger. Cette grande réunion Binge a été organisée et produite par Diane Jean, Au Fourneau, Solène Moulin et Quentin Bresson. Je profite de l'occasion pour vous présenter le reste de la famille Binge Audio, qui est composée de plein de personnes que vous avez parfois pu entendre dans ce podcast. Vincent, Soraya, Alban, Zoé, Simon, Fatima, Juliette, Dienaba, Victor, Mathieu, Thibaut, Thomas, Lorraine, Gabriel, David et Joël. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux autour de vous et passez une belle fin d'année avec votre famille, qu'elle soit de sang ou de cœur.